Bonjour à toutes et à tous. La délégation vient d'adopter les conclusions du rapport sur la politique du logement outre-mer, sujet dont notre délégation a décidé de se saisir lors de sa réunion de programmation pour la présente session parlementaire. Je tiens tout d'abord, évidemment, à vous en rappeler l'économie générale, puis je céderai la parole à nos trois excellents rapporteurs, Victorin Lurel, qui, je l'espère, pourra nous parler depuis son territoire, du moins depuis son isolement, en l'occurrence, pour être plus précis. Micheline Jacques, puis président Guillaume Gontard. Enfin, nous nous livrerons à la séance rituelle des questions-réponses avec les journalistes qui sont présents ou en distanciel. Pour cette dernière partie, je vous propose de garder votre caméra allumée afin de me faire part de vos demandes de prise de parole via le chat. Donc, on vérifiera également ces demandes de prise de parole en faisant simplement un signe, puisque nous sommes à la fois en présentiel et en visioconférence. Et je demanderai à chacun de bien vouloir se présenter au préalable avant de formuler sa question, ce qui facilitera quand même l'échange. Le choix d'une étude sur la politique du logement dans les Outre-mer s'est imposé à nous en raison de la gravité et de l'ampleur de la situation. En septembre 2020, la Cour des comptes a en effet rendu public un rapport établissant le quasi-échec du plan logement Outre-mer 2015-2019, qu'on appelle le plan 1, et appelons l'État à repenser ses dispositifs d'intervention pour les recentrer sur la réalité des situations locales. Cette thématique a donc été omniprésente lors de l'examen du budget des Outre-mer pour 2021. J'ajoute que nous faisons tous le constat dans nos territoires d'une aggravation des difficultés de nos concitoyens pour se loger et qu'il s'agit d'un phénomène extrêmement préoccupant pour aujourd'hui et pour l'avenir. Le choix de cette étude exprime aussi notre inquiétude car le nouveau plan 2019-2022, diplôme 2, a pris du retard et l'an prochain, à l'heure du bilan, nous risquons de nous retrouver à nouveau avec des objectifs non tenus et un constat identique, voire pire, celui d'une inadaptation des outils de la politique du logement aux besoins des territoires ultramarins dans leur diversité. Nous avons donc voulu faire œuvre utile en proposant dès à présent une autre approche qui prenne bien sûr en compte la mobilisation des acteurs du logement, car nous ne nions pas l'existence d'un grand nombre de projets, mais surtout qui corrige les failles méthodologiques et d'efficience actuelles. Je voudrais saluer ici le remarquable travail de nos trois rapporteurs qui ont eu la délicate mission de conduire de nombreuses auditions, pour l'essentiel en visioconférence, en couvrant 3 bassins océaniques, avec les problèmes de décalage horaire et de connexion que cela suppose. Pour appréhender la grande complexité de cette politique et la diversité des situations de nos territoires, 3 rapporteurs ont mené un travail d'investigation approfondi pendant 6 mois et a ainsi donné lieu à une vingtaine d'auditions, dont 7 tables rondes, soit plus d'une centaine de personnes auditionnées au cours de plus de 40 heures d'audition. Pour le présent rapport, comme à l'accoutumée, les comptes rendus des auditions seront annexés au rapport d'information et consultables sur le site du Sénat. Leur retranscription représente plus de 350 pages d'annexes. Le rapport de la délégation a l'ambition de reconstruire autour de 77 propositions, soit autant que le plan 2, une politique du logement qui soit tout simplement plus efficace. Les supports qui vous ont été distribués, la note de synthèse du rapport et la liste des recommandations vous permettront de suivre commodément les présentations de nos rapporteurs. Je leur cède la parole sans plus tarder, en premier lieu à Victorin Lurel pour la première partie de l'étude, qui est consacrée notamment au cadre général et au financement. Puis je passerai la parole à Micheline Jacques pour les différents volets de cette nouvelle politique qui vise à permettre une offre de logement adaptée aux besoins réels des territoires. Et enfin, ce sera le tour du président Guillaume Gontard pour la dernière partie plus prospective de l'étude. Cher Victorin, vous avez donc la parole. Comme tout à l'heure, donc ouais. le micro, voilà. J'ai essayé de me faire le téléphone si c'est pas ton numéro. Avec le VoIP, ça marche pas. Bon, comment on peut faire ? C'est un problème de réseau ici. Depuis plusieurs semaines, on a ce problème. Ok, en tout cas, on vous entend très clairement. Vous avez donc la parole. Quelle est la question alors ? C'est la présentation de votre parti aux journalistes.
en l'occurrence. Aux journalistes. Je dirais que pourquoi avoir fait ce rapport? Pourquoi l'avoir fait? Quelle était sa nécessité? Depuis plusieurs années, les rapports s'empilent. Les lois et les plans s'accumulent et pourtant, en tant qu'élus de terrain, nous constatons que l'objectif de construction de 10 000 logements neufs par an n'a pas été atteint et que des milliers de nos concitoyens recherchent désespérément à se loger. C'est un constat. Nous constatons également que les problèmes majeurs de l'habitat informel et insalubre persistent. La dignité des personnes est ici mise en cause. Nous constatons également que l'habitat social continue de se dégrader, que les centres-villes dépérissent et que l'ascenseur du parcours résidentiel s'est en quelque sorte enrayé, avec tout ce que cela implique en termes de ghettoisation et de paupérisation des populations. On constate aussi que la crise de la représentation des filières et des acteurs du logement outre-mer dans l'Hexagone, notamment celle entre l'USS et l'USOM, a été aussi une alerte forte. Si ces éléments sont globalement partagés, et qui par les acteurs de terrain, qui par les autorités publiques, notre fonction commandait de conduire une étude indépendante pour réinterroger en profondeur l'efficacité de la politique du logement dans les outre-mer. De ce travail, qui aura nécessité plus de 43 heures d'édition, et cela, il faut saluer le travail fait par les administrateurs et toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce rapport. Je salue Pablo de la Battu. De ce travail ressort donc, pour la partie financière et budgétaire, sur laquelle je me suis spécifiquement investi, un constat que je résumerai ainsi. L'assèchement continu et drastique des financements publics en faveur du logement outre-mer est allé de pair avec le développement d'une frénésie communicationnelle autour de plans nationaux prétendument salvateurs. En d'autres termes, moins on en faisait, plus on prétendait le contraire. Deuxièmement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Premièrement, la LBU est en continuelle érosion. Traduction concrète d'un désengagement massif des pouvoirs publics. Les crédits en AE, en autorisation d'engagement de la LBU votée en loi de finances, s'établissaient à environ 270 millions d'euros sur 2010-2014, puis autour de 247 millions sur 2015-2017, pour atteindre 220 millions d'euros en 2018 et 2019. Au total, depuis 2012, la LBU a diminué de près de 25%. Pour ne prendre que l'exemple de la Guadeloupe, les montants d'AE exécutés sont passés de 69 millions d'euros en 2010 contre moins de 25 millions d'euros en 2020. Je suis prêt, nos services sont prêts à fournir un tableau sur l'évolution de la LBU de 2010 à 2020. Bien, par exemple, construction de logements locatifs sociaux de 135 millions en 2010, on est à 126 millions aujourd'hui. Accession à la propriété, 30 millions, on est à 11 millions 5. Amélioration du parc locatif de 4 millions 2, on est passé là à 25 millions. Amélioration du parc privé, 34 millions 9, 35 millions, on est à 22 millions. L'accompagnement des politiques urbaines et d'aménagement, et notamment le TRAFU, 32 millions, on est à 23 millions. La réception de l'habitat insalubre, 37 millions, on est à 16 millions. C'est une catastrophe. Alors qu'en 2012, le volume global de construction et de réhabilitation s'établissait ainsi à 14 138 en 2012, nous sommes passés à 8 546 en 2018, 7 304 en 2019 et 8 100 en 2020, avec une légère donc remontée. Le financement d'opérations d'accession sociale à la propriété est lui aussi en très forte baisse, passant, tenez-vous bien, de 571 en 2011 à seulement 59 opérations, et ça pour tous les autres domaines, en 2019, avec une rupture profonde de financement de l'État à compter de 2018. Alors, notre approche, qui est notre mission fondamentale, consistait ainsi à dépasser les postulats trop souvent assénés par les pouvoirs publics pour déceler les véritables causes de cet échec patent de la politique du logement outre-mer. Après analyse des données, écoute des acteurs et un véritable acharnement à obtenir des réponses et éléments tangibles auprès des services de l'État, ce rapport dresse 4 conclusions. Première chose,
La spirale d'effondrement des crédits de la LBU doit cesser. Deuxième conclusion, au poncif désormais éculé sur le manque d'ingénierie des collectivités pour expliquer la sous-exécution des crédits de LBU, nous préférons pointer le manque d'accompagnement et d'ingénierie de l'État. Je rappelle que sous les gouvernements de droite des années 2000, les effectifs de la DGOM subissent une véritable purge partant de 356 agents en 2004 à 116 aujourd'hui. Quand je suis arrivé, il y avait à peu près 135 exactement en 2012, mi-2012. Je rappelle l'inefficience du pilotage budgétaire des crédits de LBU par la DGOM, pointé tant par la Cour des comptes que la mission IGA-CGFI. Je rappelle en outre que ce rapport pointe qu'avant même d'accuser les collectivités pour leur prétendue inefficacité subite, l'État a une dette accumulée à l'égard de la politique de logement outre-mer. Tenez-vous bien, les restes à payer en matière de LBU s'élèvent à 736 millions d'euros. Et pire, ce montant augmente en Guyane et à Mayotte. La promesse de l'État a consacré le montant du produit de la vente des SIDOM au soutien de la politique de logement social outre-mer par un abondement de la LBU n'est pas tenue. Cette affectation de montant total de 37,4 millions d'euros devait s'opérer en 2 fois. Cependant, il ressort que seuls 18,7 millions d'euros, soit uniquement la moitié, ont réellement abondé la LBU pour l'exercice 2021. 18,7 millions sur les 161 millions de départ. Je rappelle que la valorisation des SIDOM, c'est 260 millions et que la CDC a pris une part, CDC Habitat, correspondant à 62% de cette valorisation globale. Troisième conclusion, le pilotage et la gestion des crédits en faveur du logement souffrent d'une grave opacité. Les critères de ventilation géographique, de répartition géographique de la LBU restent peu objectifs. Elle semble se baser sur de nombreux critères difficilement évaluables par le Parlement, étant à reconduire des tendances passées ou à réagir dans l'urgence à des manifestations locales de mécontentement. C'est très général, pour ne pas dire généraliste, donc on ne peut pas y apposer les critères objectifs. La sous-exécution depuis 2015 des autorisations d'engagement a été masquée par des ajustements en gestion, transfert, annulation, autres gel et surgel. Les données tendent à démontrer que l'État s'organise, je pèse mes mots, s'organise pour aboutir à une concentration des crédits de LBU en fin d'exercice budgétaire. La CGFI d'ailleurs l'a mis, ou l'IGA a mis ça bien en exergue et ça a été repris par un député à l'Assemblée nationale. Et ainsi donc réaffecter à sa guise les crédits. Le redéploiement interne des crédits en fin de gestion opéré par la DGOM se fait ainsi de manière centralisée, opaque et discrétionnaire. La complexité persistante des agréments fiscaux et des allers-retours incessants, donc les fluctuations de la législation, des dispositifs de défiscalisation tendent à conclure à la mise en œuvre par l'État de logiques purement comptables d'économie. Donc face à ce manque de volontarisme manifeste des pouvoirs publics en faveur du logement dans les Outre-mer, ce rapport plaide d'une part pour une intensification et une meilleure mobilisation des financements et d'autre part pour une véritable territorialisation de la politique du logement. Avec les priorités suivantes, la priorité est d'investir en redressant significativement les crédits de la LBU. 2, c'est décomplexifier massivement les démarches administratives, assouplir les agréments, mettre un terme aux soubresauts législatifs en matière de défisc. 3, mettre fin à l'opacité de gestion des financements publics en instaurant des critères objectifs et transparents pour la ventilation géographique et la répartition interne en cours d'exercice de la LBU. 4, solder les restes à payer de l'État sur la LBU, à améliorer significativement le pilotage budgétaire des crédits. 5, renforcer les moyens humains et financiers de la DGOM et des services déconcentrés de l'État. Je crois qu'il doit y avoir 9 ou 10 personnes pour le suivi de tout ça. 6,
permettre une meilleure représentation des Outre-mer dans les instances nationales du logement et uniformiser les dispositifs d'aide nationale afin de mettre fin aux discriminations et tenter, autant que cela est possible, de régler à l'amiable le conflit entre l'USH et l'UCHOM. 7. Permettre l'intervention de l'ANA en Outre-mer en faveur des propriétaires occupants et non plus seulement des propriétaires bailleurs, et augmenter le taux de subvention de l'ANA pour les travaux des propriétaires bailleurs à 50%, ils sont aujourd'hui à moins de 35%, et réduire la durée de conventionnement. C'est sincèrement pas normal que l'ANA ne soit pas plus active dans nos territoires. Et enfin, 8, instituer une instance ad hoc de concertation et de copilotage de la politique territorialisée du logement, se substituant au C2DH, donc le Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement, et remplaçant les élus locaux au cœur du processus décisionnel et de suivi. Il faut que ce soit opérationnel et décisionnel. Voilà, en résumé, ce que dit cette première partie. Merci, cher Victorin. Je vais maintenant laisser la parole à Micheline Jacques. Merci, Président, Mesdames, Messieurs. 33 000, c'est le nombre de familles en attente d'un logement social rien que sur l'île de la Réunion. Ce chiffre, rappelé à l'occasion de la visite de la ministre du Logement Emmanuelle Vargon dans l'océan Indien, alerte sur l'ampleur de la crise du logement dans nos territoires. Aujourd'hui, si 80% de la population des DROM est éligible au logement social, seuls 15% y résident effectivement. Face à cette situation, les freins doivent être levés pour soutenir la réhabilitation et la construction de logements sociaux. Si beaucoup de mesures ont été prévues par le PLOM 2, leur mise en œuvre doit aujourd'hui être accélérée. Je commencerai par 2 défis majeurs, celui du foncier aménagé et celui de l'adaptation des normes. Ces 2 chantiers sont capitaux si l'on veut baisser les coûts des opérations et construire davantage en Outre-mer. Le foncier avait déjà fait l'objet d'une étude triennale de la délégation entre 2015 et 2017. Les acteurs du logement auditionnés lors des tables rondes thématiques ont tous insisté sur la nécessité de disposer davantage de foncier aménagé. Les fonds régionaux d'aménagement foncier urbain, le FRAFU, doivent en principe permettre de constituer des réserves foncières et de réaliser des équipements d'aménagement. Mais leur financement, basé sur la LBU et sur des contributions des collectivités locales et de l'Union européenne, reste insuffisant pour répondre aux enjeux. La table ronde consacrée à la Guyane a été également l'occasion de mesurer les défis posés par l'opération d'intérêt national, OIN, développée en Guyane, qui devrait conduire à la réalisation de 23 000 logements d'ici 2027. Si l'État s'est engagé à transférer gratuitement des terrains, les cessions prennent du temps et sont morcelées. Par ailleurs, à Mayotte, si le projet d'OIN a été acté, les mesures d'application n'ont toujours pas été prises. Pour rendre le foncier plus abordable, les outils des baux réels solidaires, les BRS, permettent d'opérer une dissociation entre le foncier et le bâti pour assurer aux plus modestes un accès à la propriété et mériterait d'être développé dans tous les territoires. Le chantier de l'adaptation des normes doit également être mené à terme, l'inadaptation normative étant l'un des facteurs du renchérissement des coûts. 4 ans après le rapport de la délégation, quelques progrès ont été enregistrés, notamment via la constitution d'une commission locale de normalisation à La Réunion et de cellules économiques régionales de la construction en Guadeloupe et à la Martinique. Mais l'absence de ces structures dans les territoires, pourtant promise par le PLOM 2, est aujourd'hui dommageable. Surtout, un travail important reste à conduire avec la Commission européenne pour obtenir la dérogation du marquage CE et la mise en place d'un marquage RUP pour faciliter l'importation de produits de l'environnement régional des Outre-mer. Le travail mené par la Nouvelle-Calédonie avec le référentiel RCNC peut servir de modèle en la matière. J'en viens maintenant aux problématiques plus spécifiques de l'habitat indigne, de la mixité sociale et de la réhabilitation. Ce sont là 3 thèmes majeurs à traiter si l'on veut assurer un accès pour toutes les populations à un logement décent et abordable. L'habitat indigne,
qui expose ses occupants à des risques pour leur santé et leur sécurité, concerne plus de 110 000 logements dans les DROM. Dans certaines COM, la situation est particulièrement préoccupante, comme à Saint-Martin, où moins de 40% des ménages disposent de l'eau chaude dans leur logement. Alors qu'il se concentrait auparavant dans certaines zones urbaines, le phénomène de l'habitat indigne est aujourd'hui beaucoup plus diffus, rendant son identification et son traitement plus difficiles. Les opérations de démolition se sont accélérées à Mayotte et en Guyane depuis la loi Elan de 2018. Mais pour éviter de ne faire que déplacer des bidonvilles, ces opérations doivent s'associer en amont et en aval les populations pour identifier des solutions pérennes de relogement. Les actions des ADIL, présentes partout sauf à Mayotte, et celles des associations comme la Fondation Abbé Pierre, uniquement présente dans l'océan Indien, doivent être encouragées. Surtout, des solutions innovantes doivent également être recherchées. Les opérations d'autoconstruction et d'autoréhabilitation peuvent apporter des réponses, comme le prouve le projet de résorption du talus Majicavo de Koungou à Mayotte. Cependant, elles sont encore peu utilisées, notamment du fait du manque de soutien des assurances. Le défi sur nos territoires est aussi d'assurer la mixité sociale et de garantir des loyers abordables pour les populations. Il faut rappeler que La Réunion et la Guadeloupe connaissent des loyers de logements sociaux les plus élevés de France, proches des niveaux de l'Île-de-France. Pour les ménages les plus modestes, existe dans les DROM l'offre de logements à loyers très sociaux, LLTS. Bien que le plan 2 fixe un objectif de 30% de LLTS dans le parc social d'ici 2022, les opérations de LLTS restent insuffisantes. Elles sont difficiles à équilibrer et les garanties apportées par les départements sont trop limitées. Il convient d'ouvrir d'autres possibilités de cofinancement. Le développement d'opérations de construction de logements sociaux est aujourd'hui freiné par les réticences de certaines communes, par les faiblesses du secteur du BTP et par les difficultés en matière de formation. La mixité sociale doit être encouragée en intégrant également une stratégie à destination de l'offre intermédiaire et du parc privé, l'outil du prêt locatif social, PLS, dont les plafonds correspondent à ceux du logement intermédiaire, permettent de participer à l'objectif de mixité sociale. Or, le financement des logements en PLS est limité par la fixation d'un quota. Son augmentation est aujourd'hui indispensable. J'en termine avec les enjeux d'amélioration de l'habitat et de la réhabilitation. S'agissant de l'amélioration de l'habitat privé, le compte n'y est pas. Les aides nationales sont soit inexistantes, soit très faiblement déployées. Ainsi, l'aide Habiter Facile, qui permet des travaux pour l'autonomie de la personne, n'est pas disponible dans les DROM. Quant à MaPrimeRénov', qui finance les travaux de rénovation énergétique des logements, seulement 700 dossiers ont été engagés pour l'année 2020 dans l'ensemble des DROM, en outre essentiellement concentrés à La Réunion. Les aides régionales divergent selon les territoires et les acteurs déplorent un éparpillement des dispositifs, des critères à rallonge et une faible communication sur les mesures accessibles. Un guide spécifique sur ces aides, précisant les outils de financement, gagnerait à être mis en place. Les Outre-mer, et tout particulièrement les Antilles, restent marqués par l'ampleur du phénomène de la vacance de logement, qui concerne près de 120 000 logements dans les DROM. Le travail d'identification des causes de cette vacance, indivision, habitat devenu indigne, difficultés passées entre locataires et propriétaires, est un préalable nécessaire. Pour lutter contre ce phénomène, il conviendrait de créer un opérateur spécifique sur le modèle de celui existant dans l'Hexagone. Des solutions innovantes, comme les baux à réhabilitation, doivent également être développées. Par ailleurs, alors qu'elle était prévue par la loi EROM de 2017, la taxe sur les logements vacants n'est toujours pas mise en œuvre dans les DROM. S'agissant du renouvellement urbain, si 15 villes ultramarines sont éligibles au programme d'action Cœur de Ville, un important retard a été pris et doit être aujourd'hui comblé. Pour lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols, les aides à la démolition doivent être encouragées. Enfin, la question du retraitement de l'amiante se heurte à l'absence de filière locale de désamiantage et rejoint la problématique plus générale du recyclage des matériaux de démolition.
Donc beaucoup reste donc à faire. Dans la troisième et dernière partie du rapport, j'aimerais vous exposer les raisons pour lesquelles, malgré toutes les difficultés qui ont été rappelées par mes collègues Victorin Lurel et Micheline Jacques, l'habitat dans les Outre-mer peut être un modèle d'adaptation et d'innovation pour répondre aux nouveaux défis de la politique du logement. Et ceci pour 3 raisons principales. D'abord, les Outre-mer sont de véritables laboratoires des évolutions des besoins de logement et des modes d'habitat. Ensuite, ils sont déjà un terrain d'expérimentation pour l'adaptation de dispositifs et de procédures innovants. Enfin, les Outre-mer ont un formidable potentiel de systèmes constructifs locaux adaptés aux nouveaux défis du logement, comme le réchauffement climatique, qu'il conviendrait surtout de mieux promouvoir et mutualiser. Vous le savez, les Outre-mer concentrent sur des espaces contraints l'ensemble des défis qui impactent fortement la demande de logement. Le premier défi majeur est d'ordre démographique. Le vieillissement particulièrement accéléré aux Antilles nécessite un véritable plan stratégique, comme le préconise le rapport Broussy sur l'adaptation de l'habitat au vieillissement. En 2050, la Martinique sera le département le plus vieux de France et ce rapport parle même d'un scénario catastrophe. Ce plan devrait à mon sens être élargi aux autres territoires également touchés par la transition démographique, comme la Réunion. Nos collègues Viviane Mallet et Nassima Dindar l'ont suffisamment souligné, et aux collectivités d'outre-mer tout aussi concernées. Toutes les solutions d'hébergement doivent pouvoir être envisagées, du maintien à domicile au développement d'établissements spécialisés, en tenant compte notamment des attitudes socio-culturelles de chaque territoire, où accueillir les anciens Séchois reste à la fois une réalité, une pratique, mais aussi un devoir. Je suggère à cet égard 2 pistes qui ont été avancées lors des auditions. Étendre dans les DROM le régime du forfait autonomie pour les personnes âgées afin de développer des résidences autonomie et les conventions relatives à l'accompagnement du vieillissement signées entre les bailleurs sociaux et la CNAV. Le travail de prospective sur les évolutions démographiques dans les Outre-mer ne peut être la transposition des projections réalisées pour l'Hexagone. La Cour des comptes, notamment, a souligné combien l'outil Othello, qui estime les besoins en logement en France métropolitaine, est inadapté, ne serait-ce qu'à cause des flux migratoires ou de la part de l'habitat informel. Fiabiliser l'évaluation des besoins de logement dans les départements et collectivités d'outre-mer, qui sont également en déficit de données, est un objectif qu'il faut absolument atteindre pour aider à la prise de décision. Par ailleurs, on oublie aussi trop souvent que certains de ces territoires sont caractérisés par des structures familiales, plus d'enfants par exemple, et des modes de vie, notamment tournés vers l'extérieur, qui leur sont propres. Cela a été rappelé avec force lors des tables rondes sur la Guyane, Mayotte et lors des auditions sur la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Il faut donc à la fois en tenir compte et intégrer les évolutions sociologiques observées partout ailleurs, comme l'augmentation des familles monoparentales ou la décohabitation des jeunes ménages. Le parcours résidentiel des familles doit impliquer plus de modularité dans les habitations et prendre davantage en compte la diversité des publics, que ce soit des personnes handicapées, des personnes âgées, des jeunes travailleurs, étudiants, des familles nombreuses. Il convient donc de développer cette adaptabilité des logements en associant davantage les acteurs du BTP et mobiliser les possibilités de la loi Elan pour développer l'offre de logements évolutifs tout en associant étroitement des architectes locaux, comme ils l'ont exprimé lors de la table ronde sur l'habitat innovant. Après la démographie, l'exposition aux risques naturels constitue un autre défi majeur pour les Outre-mer. La délégation a conduit entre 2017 et 2019 une étude en 2 volets, comportant notamment des propositions pour améliorer la résistance du bâti, restée malheureusement sans beaucoup de suite en l'absence du projet de loi annoncé. 5 ans après le passage de l'ouragan Irma, événement véritablement traumatique, on constate combien les populations ont été résilientes. Dans 3 domaines au moins, cette surexposition au risque donne aux Outre-mer une avance certaine et une réelle expertise. Le risque cyclonique, notamment aux Antilles, en Polynésie, à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie, le risque sismique aux Antilles et aux Mayotte et plus généralement le réchauffement climatique. Les solutions développées dans les Outre-mer devraient servir de source d'inspiration, d'échange et de référence. Je propose que l'ingénierie technique territoriale soit donc étroitement associée aux politiques de logement à ce titre. Je propose aussi de promouvoir l'architecture bioclimatique basée sur des savoir-faire traditionnels, offrant des solutions en particulier de ventilation plus adaptées, efficaces et moins onéreuses.
Il faut privilégier les techniques locales et déjà expérimentées plutôt que de durcir la réglementation paracyclonique, par exemple. Les architectes auditionnés ont rappelé qu'ils savaient concilier les différents risques dans la conception d'habitation, mais aussi proposer des solutions de refuge adaptées. Véritables laboratoires à ciel ouvert, les Outre-mer sont des terres d'innovation et d'expérimentation, ce que l'on ne dit jamais assez. Les grandes tendances de l'habitat de demain y sont déjà perceptibles et identifiées. Densification des villes, décarbonation des procédés constructifs, notamment l'hybridité des systèmes constructifs, inertie des façades, réduction des énergies grises, recours à la conception bioclimatique et à l'architecture vernaculaire, augmentation des matériaux de récupération ou issus du recyclage, traitement des espaces publics extérieurs comme régulateur thermique, des réalisations fondées sur une vision plus large des enjeux de la construction, incluant désormais davantage les dimensions écologiques, sociales et culturelles, sont déjà prometteuses. Écoquartiers, habitat participatif ou collaboratif, programme Opfrome, opération d'habitat renouvelé dans les Outre-mer, habitat léger ou tiny house, vous trouverez dans le rapport les exemples qui nous ont été donnés au fil des auditions. Je crois qu'il faut encourager ces pratiques innovantes, intégrées dans le paysage local et surtout en associant les usagers. Il faut de manière volontariste flécher encore davantage les financements publics sur le développement de ces nouveaux programmes, comme les écoquartiers. On doit réfléchir à certains assouplissements des règles d'urbanisme, notamment pour l'habitat léger dans des zones circonscrites, afin d'offrir des solutions d'hébergement plus rapides et moins chères. Pour soutenir l'innovation, il convient aussi de simplifier les processus de validation des innovations pour les rendre plus accessibles aux entreprises ultramarines qui sont de taille réduite et surtout, comme l'a suggéré le CDC Habitat, réussir à bâtir une filière de recherche et développement sur l'habitat innovant avec de grands organismes nationaux, avec des financements européens et en prenant appui sur l'expertise des Outre-mer. Je rappelle qu'il existe 6 universités ultramarines, l'Université des Antilles, de Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, et avec un total de 33 000 étudiants, dont 16% de niveau master, qui devraient être plus fortement impliqués. Le chantier test sera bien entendu celui de la performance énergétique des bâtiments, avec l'actualisation en cours de la réglementation spécifique thermique, acoustique et aération, mise en place en 2016 pour les DOM, et l'introduction demain de la réglementation environnementale 2020. Compte tenu des difficultés de toutes sortes qui ont été pointées sur l'évaluation même de cette performance, il convient sans doute de mettre en place une réglementation thermique pour les DROM adaptée à chaque bassin océanique. Cela a été souligné également, il faudrait déjà commencer par faciliter l'accès aux dispositifs d'amélioration énergétique existants dans l'Hexagone, comme MaPrimeRénov', dont la diffusion est encore dérisoire en Outre-mer. Enfin, pour apporter des solutions pérennes, il faut promouvoir les systèmes constructifs locaux et mutualiser davantage les bonnes pratiques. Chaque territoire ultramarin dispose de savoir-faire traditionnels qu'il faudrait non seulement sauvegarder, mais aussi valoriser. À cet égard, un effort particulier doit être déployé de manière urgente, avec l'aide des organisations professionnelles, en faveur de la formation d'artisans spécialisés dans l'utilisation de matériaux locaux biosourcés. La priorité est donc de soutenir les filières locales intégrant les matériaux biosourcés. La renaissance de la filière de la brique de terre, par exemple, à Mayotte, doit ainsi être soutenue et étendue à d'autres expérimentations. Il convient d'encourager partout, dans les Outre-mer, la constitution de filières associant architectes, bureaux d'études, entreprises et donneurs d'ordre autour de ces matériaux. Les plateformes de rénovation, notamment, doivent pouvoir accompagner et conseiller les porteurs de projets. Les auditions ont montré qu'il existe des potentialités multiples liées aux richesses naturelles des Outre-mer. Pin des Caraïbes, bambou, bagasse, vétiver, falcata, amarante, angélique, wakapu, wapa, et j'en passe. On peut, lors de la construction d'équipements publics, recourir davantage aux matériaux locaux. À titre d'exemple, l'écomusée de Moorea en Polynésie française, que le président de la République visitera fin juillet, a été conçu pour mettre en avant le bois et le style local. Partout où une solution alternative existe, il faut s'efforcer de substituer au béton des matériaux locaux beaucoup plus efficaces compte tenu des conditions climatiques, que ce soit sur l'humidité ou la salinité de l'air, limiter les importations de ciment et intégrer cet objectif dans la conception du bâtiment entraînerait, selon les acteurs du logement auditionnés, une baisse substantielle des coûts de construction. Dans cette perspective, au fil des auditions, de nombreuses propositions ont été émises, comme développer au niveau régional des pôles d'expertise ou dynamiser les échanges sur l'habitat.
De tels échanges existent entre Saint-Pierre-et-Miquelon et le Canada, bien qu'entravés par la problématique des normes européennes, et mériteraient d'être davantage développés pour la Réunion et Mayotte, avec Madagascar et l'Afrique du Sud, et notamment pour les Antilles, avec le Brésil et les États-Unis. L'habitat constitue indéniablement un levier de développement pour la coopération régionale. C'est le pari fait par la Nouvelle-Calédonie, par exemple, avec le projet d'habitat océanien pour les États du Pacifique comme Fidji ou Vanuatu. En conclusion, pour mutualiser toutes ces réflexions, je crois qu'il est temps et qu'il est nécessaire d'organiser dès que possible des assises dédiées à la construction en Outre-mer. Le PLOM 2 s'achevant théoriquement en 2022, l'État serait bien avisé d'y songer dès à présent et d'aller y puiser les facteurs du rééquilibrage. L'idée a fait l'unanimité tant auprès des organismes nationaux que des responsables locaux. Ces assises, qui réuniraient l'ensemble des acteurs du secteur du logement outre-mer, seraient à la fois la vitrine et la plateforme des modes d'habiter dans les outre-mer. La délégation aux outre-mer pourrait, me semble-t-il, jouer un rôle moteur dans le lancement de ce projet. Je vous remercie. Merci, cher rapporteur. Ces présentations ayant été effectuées, je propose maintenant, si vous le voulez, d'engager la phase d'échange avec les journalistes qui nous font le plaisir d'être présents parmi nous et ceux qui sont en distanciel, que je ne vois pas à l'écran, mais on m'indiquera le cas échéant ceux qui voudront prendre la parole. Et je vous la cède bien volontiers maintenant pour vous poser vos questions au rapporteur sur ce rapport d'information. Si vous pouviez vous présenter et mettre le micro quand vous prenez la parole, juste pour l'enregistrement, ce sera plus simple. Oui, bonjour. Lina Trabalsi, journaliste chez AEF Info. J'ai deux questions. D'abord, j'aimerais avoir votre sentiment par rapport au PLOM 2 d'un point de vue global. C'est vrai que quand on est passé au PLOM 2, on disait que celui-ci serait beaucoup plus territorialisé, qui prenait compte des échecs du PLOM 1. Pour vous, qu'est-ce qui ne va pas en fait avec ce PLOM 2, finalement ? Effectivement, le PLOM 2, il est beaucoup plus territorialisé. Cependant, il y a un certain nombre de zones d'opacité. Au niveau des différents territoires, il n'est pas assez défini. On ne trouve quasiment nulle part. Pour avoir accès, il a fallu aller vers la direction des Outre-mer. Et en fait, la mise en œuvre n'est pas efficace dans les départements d'outre-mer. Donc, il conviendrait justement de le revoir et de pouvoir intégrer chaque composante du PLOM, puisqu'il reste vague. Par exemple, si vous regardez celui de la Réunion, la déclinaison au niveau de Mayotte, c'est quelque chose de diffus, il n'y a pas d'objectif vraiment précis. Et je rajouterai juste pour compléter ce que vient de dire Micheline Jacques, c'est qu'autant sur le PLOM 1, il y a eu un bilan qu'on a pu considérer comme largement suffisant puisque l'objectif de 10 000 logements n'a jamais été atteint, autant sur le PLOM 2, aujourd'hui on n'a aucune donnée détaillée d'exécution du PLOM. Alors qu'on est à mi-parcours, ce qui est quand même un indicateur important. Il y a bien eu une communication qui a eu lieu, je crois, en 2020, avec une annonce de 8 000 logements. D'ailleurs, le ministère de l'Outre-mer a communiqué de manière quasiment concomitante avec la présentation de notre rapport hier, en annonçant la construction de 6 000 logements. Mais c'est vrai qu'en termes d'exécution, c'est un des points soulevés dans le rapport, au-delà des logements qui peuvent être financés, il est fondamental qu'on puisse également disposer des chiffres des logements dont la construction est lancée et ceux qui peuvent être livrés. Parce que pour nos concitoyens, c'est quand même essentiel de savoir concrètement ce qui va être livré ou ce qui est en cours et pas forcément seulement ce qui est financé. Donc on n'a pas aujourd'hui des éléments, et Micheline l'a rappelé, qui nous permettent de dire qu'on est à mi-parcours et qu'on va vers des horizons un peu plus positifs. Bien au contraire, on est relativement pessimiste aujourd'hui sur l'état de réalisation et on le dit de manière très objective. Il n'y a pas de calcul politique derrière. Aujourd'hui, on ne dispose pas de ces éléments qui seraient de nature à nous rassurer et à rassurer aussi nos compatriotes. Et juste pour ma deuxième question, est-ce que vous diriez que l'ANA, c'est un peu le trou dans la raquette en matière de politique du logement en Outre-mer, que ce soit sur la lutte contre l'habitat indigne ou la rénovation du parc existant ?
pardon. La problématique que l'on trouve au niveau des propriétaires occupants, il y a énormément les problèmes de l'autoconstruction et de l'auto-réhabilitation posent un souci au niveau assurantiel. Nous avons des assurances qui refusent, bien que ces autoconstructions soient encadrées par des organismes et des associations qui sont des professionnels de l'habitat. Donc, par conséquent, comme les assurances refusent de couvrir ces logements, donc les populations ne se dirigent pas vers ce type d'organisation pour pouvoir se loger. Maurice Cessé, Canal 10 Guadeloupe, KMT Martinique, KTV Guyane. À travers cette étude, vous mettez bien sûr en avant la carence de l'État à travers les différents plans. Quelle est la place des collectivités sur Guadeloupe, Martinique, Guyane? Est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle plus important? Justement, c'est le gros défaut de ces plans de logement, c'est que les collectivités ne sont pas assez impliquées. Et nous, ce que nous préconisons dans le rapport, justement, ce serait de territorialiser ces schémas en développant notamment des plans locaux d'urbanisme, en aidant aussi les collectivités parce qu'elles veulent bien s'y mettre, mais malheureusement, elles ne disposent pas d'assez d'ingénierie pour pouvoir arriver à construire de véritables documents d'urbanisme. Nous avons énormément de collectivités qui sont toujours sous le statut du règlement national d'urbanisme et ça n'aide pas les collectivités à mettre en place des règles vraiment spécifiques. Je me permets. Casey Weishop. Ah pardon, excusez-moi, il y a une réponse. Oui, je me permets simplement de donner la parole à Victorin s'il souhaite... Je n'ai rien entendu, Président. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais je n'ai rien entendu. Je n'ai pas entendu la nature des questions et les réponses non plus. Pour moi, ça ne marche vraiment pas, là. Bon, je vous la donne. Je vous en donne au moins une importante qui était posée, c'est quelle peut être la place des collectivités dans le processus qui est décrit au travers du rapport. Alors, nous, on a parlé de territorialisation plus élargie, plus approfondie. On n'a pas employé le mot de décentralisation de la politique du logement. Parce qu'en fait, il faut être conscient que la politique du logement est une politique d'État. Elle est une politique descendante, c'est du central, du sommet, que ça descend vers le bas, du top-down, comme on pourrait dire. Bon, donc aujourd'hui, c'est l'État qui a tout en main. Les préfets, les DRFIP, les DIAL, le bureau des agréments, le ministère des Outre-mer, le ministère du Logement avec ses différentes directions, qui a tout. On ne vient que marginalement, les collectivités ne viennent que marginalement, départements et régions, et peut-être demain EPCI, notamment dans l'amélioration de l'habitat, qui est devenue une question très politique ou voire politicienne. Il faut pas se le cacher. Il y a donc là un moyen terme à trouver. C'est ce que nous avons trouvé, de dire qu'il faut une instance ad hoc de coordination qui soit opérationnelle, qui soit décisionnelle et qui remette les élus au cœur du système. Voilà, donc c'est un moyen terme qui est réaliste, qui devrait marcher. Faut-il encore qu'il y ait une volonté politique affirmée. Alors, ce que je dis, c'est pour l'hydrome, puisque les statuts de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, y compris peut-être à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a peut-être une plus grande marge de manœuvre dans la conduite et le pilotage de la politique de logement dans les outre-mer. Et manifestement, tout le temps en gardant une marge de contrôle et d'évaluation, il faut peut-être au plus près, donc en subsidiarité, donner plus de pouvoir aux collectivités de contrôle, mais aussi, pourquoi pas, de financement. Je prends un seul exemple. L'État, dans son assistance et l'ingénierie que l'on veut financer, il n'y a pas d'agence d'urbanisme dans certains territoires. Il y en avait une en Guadeloupe qui a disparu. Pour faire un PLU, eh bien, il y a encore, je crois, 9 ou 10 communes chez moi qui n'ont pas de PLU et qui sont sur le RNU. Bon, là, il y a des petites choses. Et ce qui est un peu irritant, et je finis là, ce qui est un peu irritant, c'est de voir qu'on vit ça au quotidien, mais vous entendez une communication ou une surcommunication très
appréciative, très laudative de la part de l'État et en même temps stigmatisante pour les collectivités parce qu'elles n'auraient pas d'ingénierie. Et si vous réfléchissez 2 secondes, que fait une collectivité, une commune ou peut-être un PCI, eh bien, c'est de voir avec un bailleur comment faire, de trouver du foncier, et pire, du foncier aménagé. Vous avez des EPF, il faut les doter, il faut un fonds de roulement pour faire l'acquisition et ensuite aménager. Tout cela mérite d'être revu, c'est ce que nous proposons dans le rapport. Merci Victorin. Et je pense que vous vouliez poser une autre question en espérant que Victorin également puisse. Merci. Puisse entendre. Alors, donc, Casey Weishaupt, Outre-mer, la première France Télévisions. En fait, en vous écoutant, on entend une succession de plans, un additionnement un peu de mesures qui s'associent, qui vont ensemble ou presque. Mais on voit toujours les mêmes difficultés Outre-mer. Ce que je me demande, puisqu'on parle d'impliquer les collectivités dans ce travail, donc tout à l'heure, M. Lurel parler de cette commission ad hoc, cette instance ad hoc qui pourrait être mise en place. Est-ce que déjà, il ne faudrait pas un peu déblayer tout le système du logement outre-mer, faire en sorte que les choses soient peut-être clarifiées, parce que cette responsabilité en fait des collectivités est toujours invoquée. Je pense notamment à la Guyane parce que j'y étais, où on disait voilà, on vous donne des fonds, mais vous ne parvenez pas à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir les déployer, quels que soient d'ailleurs les dossiers concernés. Est-ce que finalement, c'est pas d'autres questions qu'il faudrait poser devant cette fois-ci le gouvernement en disant ok, en fait, les statuts doivent être revus afin que les territoires aient plus d'impact, en tout cas plus de responsabilité sur certains sujets, notamment le logement. Parce que finalement, enfin, moi, ce que j'entends, c'est qu'on parle là-dedans. On parle de statut des territoires. Ah, il n'entre pas. Est-ce que vous avez entendu, Victorin? Simplement, juste un exemple. Il n'entend pas. Non, je n'ai pas. Quand on évoque, par exemple, le fait de travailler avec les territoires locaux, enfin les territoires dans la zone, le Brésil, etc., sont des choses qui sont souvent invoquées, notamment en Guyane pour les goudrons, travailler avec le Suriname, et puis ce sont des questions qui ne fonctionnent pas, notamment à cause des normes européennes. Donc en fait, voilà, c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue, quel que soit le domaine. En résumé et en synthèse, ce n'est pas forcément évident, je le concède, et je pense que n'hésitez pas à me reprendre le cas échéant. Pas de souci. La journaliste de France Télé Première suggérait que ces questions qui sont évoquées peuvent renvoyer à des questions statutaires ultramarines, même si vous avez pris soin, Victorin, d'évoquer la territorialisation et pas la décentralisation, ce qui est un élément déjà de réponse par rapport à la question que Madame a posée. Et est-ce que finalement il ne faudrait pas dépoussiérer, nettoyer, déblayer l'existant en matière de logement en Outre-mer pour éviter de retomber dans les travers qui sont décrits et auxquels nous essayons d'apporter une réponse dans le rapport. Voilà en synthèse. Oui, voilà en synthèse. La compétence logement n'a pas besoin de changement statutaire, sincèrement. Ça dépend de la volonté politique du gouvernement et du Parlement de décentraliser. On a fait la décentralisation sans pour autant changer le statut. On a changé l'organisation, on a donné des compétences et on a versé on a fait des transferts de financement. On n'a pas besoin de ça, bien sûr, si on veut maîtriser totalement. L'État a du mal à se séparer de 220 millions. Avant, rappelez-vous le combat qu'il a fallu pour que le ministère des Outre-mer en soit chargé. C'était le ministère du Logement. D'ailleurs, on voit que l'essentiel expertise et des qualifications, pardonnez-moi de dire ça sans vouloir viser quiconque, est resté au ministère du Logement. On n'a pas besoin de changement statutaire pour ça. Alors évidemment, si dans le débat actuel en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, c'est pas pour ailleurs, sur une loi organique, sur la fusion de l'article 73 et 74, cela fera nécessairement la question. Saint-Martin s'est emparé de la chose avec une gradation, un phasage en urbanisme et en logement, et c'est pas encore tout à fait pleinement opérationnel. Mais je dis que dans le cadre actuel, l'État peut se rapprocher plus des territoires, associer davantage les élus, contrôler peut-être s'il le faut encore plus, mais on n'a pas besoin d'engager un vaste chantier préalable qui serait le changement de statut. On peut faire ça. Voilà, donc
c'est en fait cette façon jacobine de penser. Hein. Bon, c'est mon argent, je dois le gérer au plus près. Ensuite, oh ouais, vous ne consommez pas, et donc finalement vous êtes coupable. Bon, et puis une absence de confiance. Moi, je le dis comme je le vis depuis le nombre d'années que je suis en politique. Simplement, petite question concernant les retards en fait du PLOM 2. Il me semble, selon certains communiqués qu'on a reçus du gouvernement, qu'ils invoquaient un peu aussi la crise Covid, voilà, pour expliquer que certaines choses aient pris du retard. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu être vérifié? En traduction, enfin, je me fais à nouveau le relais, Victorin, oui. sur le PLOM 2 notamment, un certain nombre de communications qui sont sorties du comité de suivi PLOM 2 laissent penser qu'effectivement la crise Covid est sans doute venue vraisemblablement ralentir, ce que nous trouvions déjà très lent, ralentir l'exécution du PLOM. Est-ce que ces éléments ont été également évoqués lors des auditions que vous avez pu mener? Oui, on a entendu ça, et c'est bien dit dans le rapport. Dans la première partie, le premier confinement, pour être clair, à compter, je crois, du 17 mars 2020, il y a eu des arrêts de chantier. Bon, c'est d'ailleurs l'un des prétextes pris par le gouvernement pour dire s'il y a du retard dans la réunion du comité de pilotage, c'est parce qu'il y a eu le Covid. Donc pendant une année, c'était en mars 2020 que ça devait se faire, ça s'est fait en mars 2021 et ça n'a pas donné grand-chose, si ce n'est un communiqué de presse. Donc manifestement là, l'État doit reprendre le pilotage, doit reprendre la gestion, doit conforter les effectifs à la DGOM. Non pas 9 personnes, mais il faut des experts, il faut une meilleure coordination avec les directions du ministère du Logement. Et je reviens sur la première question posée. Non, moi je dis que dans l'état actuel, l'État peut faire mieux. L'État peut éviter, se cachant derrière la LOLF pour dire c'est conforme à la loi organique relative aux finances publiques, parce qu'on concentre les crédits en fin d'année, on fait des redéploiements à l'insu de tous, sur des critères qui relèvent de la théorie des ensembles flous, comme on dit en mathématiques. Personne ne peut évaluer ça. Manifestement, là, il y a une volonté qui est en fait une culture qui est là installée dans les esprits depuis longtemps, que ce soit de droite. Hein. Cette centralisation parisienne, c'est l'argent des contribuables. Ça doit être géré à Paris. Ça a été la même chose pour la TVA-NPR. Hein. Donc on l'a recentralisée à Paris. Quand vous voulez la dépenser, même chose pour l'abattement fiscal sur le revenu, on le centralise à Paris. Et quand vous voulez en disposer, alors qu'on en disposait de manière autonome et libre, eh bien là maintenant, il faut venir demander des subventions au ministère. Ce qui était librement employé par les entreprises et les ménages, aujourd'hui il faut demander. C'est une recentralisation qui se fait à l'insu de tous. Et donc la politique du logement souffre de ça depuis longtemps. Moi je pense que plus de liberté donnée, accompagnée de contrôle, plus d'études préalables, comme on le dit dans le rapport, pour bien fixer les objectifs, en assurer le suivi, serait nécessaire. Et peut-être accorder des montants correspondant aux besoins et non pas des atermoiements administratifs. Au dernier moment, il faut purger le permis de construire. Au dernier moment, il faut envoyer un architecte au conseil pour dire que ça ne correspond pas du tout à nos normes et à nos cadres de pensée. Manifestement, là, il y a une évolution culturelle qu'il faudra peut-être imposer. Et ce rapport contribue, je l'espère, à changer un peu les esprits et, espérons-le demain, les comportements et les actions. Si vous pouviez mettre votre micro. Oui, je disais que dans ce rapport, vous parlez de 120 000 logements vacants, un chiffre très important. Quelle est la mesure qu'il faudrait prendre une mesure urgente pour faire face à ce phénomène? Alors, comme nous l'avons préconisé, la taxe sur le logement vacant serait peut-être un levier pour permettre d'encourager les propriétaires de logements vacants de pouvoir les faire accéder, les louer. Cependant, il faut faire aussi la part des choses. Vous avez des logements vacants qui sont issus de successions, donc il y a de
gros problème d'indivision successorale. La loi Letchimy a permis d'avancer un petit peu, mais malheureusement, elle ne va pas, elle a certaines limites. Et ces logements, à force de ne pas être utilisés, ils se dégradent rapidement. Donc, on arrive aussi à des logements qui deviennent indignes. Et l'objectif, c'est d'éviter cette dégradation du logement en essayant d'encourager les gens à pouvoir louer leur logement et les entretenir. Vous dites que la loi Letchimy a touché ses limites dans ce domaine? Elle a permis de régler un certain nombre de choses, mais elle a quand même il y a certaines limites, puisqu'il faudrait l'étendre à des successions qui sont beaucoup plus récentes que des successions de 10 ans. Excusez-moi, j'y reviens, parce que c'est une question qui m'interpelle. Alors. Je vais vous retranscrire. Je vais faire voler la question et je vous la relaie. Il y a un point simplement qui m'interpelle, et il me semble que vous l'aviez évoqué tout à l'heure. C'est celui d'utiliser les ressources locales, enfin j'en ai parlé tout à l'heure, voilà, les ressources locales des territoires avoisinants, le Brésil, le Suriname, le Canada, etc. Ça suppose quand même un certain nombre de changements législatifs. On parle de quelque chose où il faut vraiment adapter. Nous, on est toujours, en tout cas, je dis nous, parce que l'outre-mer, forcément, et que j'étais en Guyane, mais on était systématiquement confrontés à des problématiques de type, voilà, les normes européennes ne correspondent pas à telle matière première. Donc, comment faire pour effectivement entrer dans ce type de fonctionnement? Évolution des normes ultramarines en matière de construction. C'est la parole à Guillaume sur le volet prospective. Oui, merci. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a bien vu dans les différentes auditions. Vous avez parlé du Canada, de l'utilisation du bois, que ce soit en Guyane aussi, avec de la même manière l'utilisation d'autres matériaux, en tout cas sur d'autres continents. Et c'est vrai qu'avec des réglementations et avec des normes qui sont les normes européennes, et donc clairement qui posent une vraie problématique, quoi. Et c'est vrai que si on veut se recentrer, si on veut réfléchir sur l'utilisation de matériaux locaux, mais du coup locaux au sens plus large, quoi, hein, et passer les frontières et utiliser des matériaux juste chez les voisins les plus proches, c'est sûr que ça demande à ce qu'on puisse réfléchir à cette harmonisation, en tout cas à cette correspondance des normes, parce qu'on s'aperçoit que, l'exemple du bois canadien, le président Artano pourrait en parler, et un exemple assez parlant, quoi, parce que c'est vrai que il ne faudrait pas grand-chose pour pouvoir harmoniser. Donc là, c'est sûr qu'il y a un travail normatif à faire. Ce qui peut être intéressant, c'est de s'appuyer aussi, j'ai parlé de la question de la réglementation thermique, qui du coup, pareil, a eu toute une réflexion, mais qui n'est pas du tout adaptée sur les territoires ultramarins, et que le fait qu'il y ait un travail là-dessus aussi pour se dire comment on peut adapter justement et avoir peut-être une réglementation thermique, pour le coup, justement territorialisée, quoi, adaptée suivant les territoires. On pourrait aussi avoir cette réflexion, et c'est d'ailleurs une de nos propositions, sur la question de l'harmonisation, en tout cas de la correspondance des différentes normes, quoi, qui paraît indispensable si justement on veut utiliser les matériaux qui sont de proximité, quoi. Sur les normes, juste pour rappeler de manière générale, il y a quand même une force d'inertie assez invraisemblable, puisque la délégation sénatoriale du Sénat a fait un rapport sur l'évolution des normes en 2015, avec un certain nombre de propositions concrètes, justement ce que vient de rappeler le président Gontard sur l'harmonisation des normes en utilisant des matériaux qui ne soient pas des matériaux CE, mais qui pourraient trouver une équivalence soit en qualité énergétique, soit en qualité structurelle. Et on voit bien qu'il y a de la résistance au niveau national. Et je sais, et nous avons entendu lors de nos tables rondes, qu'un certain nombre de collectivités travaillent justement à une harmonisation. Et je pense que ces exemples-là peuvent en inspirer d'autres, y compris au niveau central, pour qu'il y ait un véritable travail qui ait été fait. Je sais qu'il y a eu récemment une réunion de travail au ministère de l'Outre-mer sur la loi 3DS qui va arriver en discussion au Sénat. L'évolution des normes reste un sujet à part entière, mais qui est un sujet également européen. Mais je pense que si déjà au niveau français, il y avait une impulsion qui pouvait être donnée pour tenir compte de ces réalités ultramarines dans chacun de nos bassins, je pense que déjà le signal serait un signal fort avec la valorisation de ce qu'a rappelé le président Gontard
des constructions locales, des processus, des cursus de formation de nos artisans sur nos territoires, avec les matériaux de nos territoires ou des matériaux de proximité. Je pense que là, on parle même de mise en place d'une filière complète. C'est une approche peut-être qui n'a pas encore eu lieu jusqu'ici et qui a en tout cas le mérite vraisemblablement d'apporter des éléments de réponse qui nous paraissent aller dans le bon sens. Oui. Non, juste ajouter un point sur cette question des normes. C'est vrai que c'est un problème justement sur les territoires d'outre-mer et le fait qu'il n'y ait pas de correspondance avec les normes françaises ou européennes, mais on retrouve la même problématique même en métropole quand on réfléchit sur des nouveaux matériaux qu'on ne sont pas forcément, mais dès qu'on essaie justement de parler matériaux biosourcés, que ce soit construction en paille, construction en chanvre, enfin sur tous ces matériaux qui sont où on a la même problématique d'évolution des normes, parce qu'en fait pour faire labelliser ou avoir une norme sur tel ou tel produit, c'est quelque chose qui coûte très cher et donc qui est accessible que par des groupes très importants et donc pas du tout adapté en fait au développement de filières très locales, quoi. Donc c'est même une réflexion. C'est pour ça que dans le rapport on appuie aussi beaucoup pour dire que le territoire d'outre-mer peut vraiment être un laboratoire de réflexion justement sur comment relocaliser les matériaux parce que c'est des réflexions qu'on retrouve de toute façon à l'échelle du pays, quoi. Je souhaiterais mettre en avant l'expérience de la Nouvelle-Calédonie qui a été précurseur dans ce domaine puisqu'elle s'est saisie du sujet suite au premier rapport qui a été produit et ils ont mis en place un référentiel de compétences de la Nouvelle-Calédonie concernant en matière de logement. Donc cela rassemble tous les professionnels divisés sur 3 axes. Donc il y a l'axe assurantiel en imposant une assurance avec un axe de formation et un axe d'agrément des matériaux. Donc il y a des expériences qui sont menées et en collaboration aussi avec des territoires proches de manière à trouver, comme disait le président Artano, à trouver des équivalences et à proposer à l'Union européenne des équivalences en matière normative, l'objectif n'étant pas de produire des bâtiments qui seraient moins solides, ce n'est pas le cas, mais au contraire, avec cette même solidité, se baser aussi sur le local, puisque nous avons aussi partout dans nos territoires des bâtiments qui ont été mis à rude épreuve avec les différents phénomènes, notamment cycloniques, et qui ont montré leur solidité. Donc l'objectif, c'est vraiment d'y arriver et de pouvoir convaincre l'Union européenne que des équivalences peuvent être possibles. Et parallèlement, ça limiterait les coûts et limiterait aussi l'empreinte carbone que de faire venir des matériaux de l'Europe alors que nous les avons à proximité et développer des structures locales, de l'économie locale. J'y crois, je sais que je suis intimement convaincue que par le biais du logement en général, du logement social, nous pouvons aussi avoir des leviers pour développer un pan de l'économie ultramarine. Président, je peux ajouter quelque chose? Absolument, Victorin. Je vous rapproche simplement du micro. Ouais, d'accord. Merci. Non, j'aimerais afficher mon total soutien à ce que mes 2 collègues rapporteurs viennent de dire. Et moi, je pense que c'est vrai, si le statut de la Nouvelle-Calédonie lui permet de faire cette avancée-là, cependant, c'est parfaitement transposable dans nos territoires, sans pour autant attendre les calendes grecques ou ultramarines pour avancer sur le sujet. C'est un problème de volonté politique. Lorsque, personnellement, avec une majorité, j'avais décidé de s'attaquer au problème de la réglementation thermique. On l'a fait, par habilitation, on l'a fait. Ça nous a coûté, c'est vrai. Mais on l'a fait. On a donc non pas une RT2 ADOM, on a une RTG en retour, réglementation thermique. Même chose pour la formation. Je ne dis pas que c'est le meilleur véhicule, l'habilitation, parce que c'est long et ça coûte cher. Mais c'est une volonté politique, c'est au gouvernement et au Parlement, donc nos parlementaires, à montrer le côté pressant de cette affaire-là. En fait, on lutte contre une culture. Faire agréer ce qu'à l'époque, on m'a dit après que ça n'a pas pu être habilité, c'était pas tout à fait, on n'a pas pu passer les tests sur les parpaings antisismiques ou parasismiques, bon, c'était la croix et la bannière. Donc il
faut assouplir, il faut alléger. Aujourd'hui, on peut faire querelle à tel ou tel, à la droite ou à la gauche. L'argent, disons, est suffisant. C'est à simplifier et à consommer. C'est aussi à faire confiance et à mettre au plus près des gens, en subsidiarité, les pouvoirs de décision. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, en fait. Voilà. Merci Victorin. Alors j'ai une question, deux en l'occurrence, de Madame Valérie Liquet, qui est rédactrice en chef d'Actualité Habitat, donc je la livre au rapporteur. La première, avez-vous estimé le besoin en logements sociaux outre-mer? Combien, où et pour qui? Puis, pensez-vous que les organismes HLM sont assez solides financièrement pour y répondre? Victorin, je pense que c'est pour vous. Oui. Où construire, c'est ça? Combien? D'abord, oui, combien de logements sociaux? Quel est le besoin en logements sociaux aujourd'hui? Où? Alors, c'est dans le rapport. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est dans le rapport. Il faut construire partout. Il faut construire partout. Et pas simplement en Guyane et à Mayotte, parce qu'il y a une croissance démographique là qui est très forte. Mais il faut construire partout. Et il faut surtout, compte tenu des contraintes foncières, et notamment du foncier aménagé, il faut faire la reconquête des centres-villes et des centres-bourgs. Il faut réhabiliter et il faut faire dans l'accession à la propriété partout dans les territoires. Lorsqu'on avait dit à l'époque qu'il fallait 10 000 reconstructions neuves ou réhabilitées dans le premier plan, bon, c'était quantitatif, ça n'a pas été, c'est pas un succès. On ajoutait 5 000 logements aussi dans les coms, ça faisait 15 000. Aujourd'hui, on en est loin, on est à peine à 8 000. On en est très loin. Et donc, il faut construire partout sur les territoires, selon les remontées des territoires. C'est ça notre territorialisation et le comité ad hoc pour recenser et fixer. Et ne pas laisser à la DGOM à faire des redéploiements un peu discrétionnaires. Il faut construire partout, il faut réhabiliter partout, il faut faire accéder à la propriété partout dans les Outre-mer. Je n'ai pas entendu la deuxième partie de la question. Est-ce que les HLM sont financièrement suffisamment solides pour y répondre? Alors, disons les bailleurs sociaux, oui, c'est vrai, ils sont de petite taille et assez nombreux chez moi, trop nombreux me dit-on à La Réunion, peut-être qu'il y a une restructuration à opérer, mais j'avoue que moi j'ai une inquiétude. Précisément parce qu'il y avait mauvaise gestion, parce qu'il y a eu des scandales, parce qu'il y a tout ça, on a voulu regrouper. La loi Elan ne l'a pas adopté des sagesse. Deuxième chose, ça s'est fait autrement dans les Outre-mer, c'est l'achat des SIDOM. Alors, il y a là un vrai problème, et j'ai entendu ça dans une campagne politique récente, dans les deux campagnes départementales et régionales, de dire « Ah ouais, mais on a perdu la liberté de piloter notre politique de logement parce que CDC Habitat a fait l'acquisition de 8 SIDOM. » Bon, moi, ils ont fait du bon boulot, ils ont assaini, ils ont rétabli. Et ils ont lancé une politique qu'il faut évaluer et peut-être aussi contrôler, ou en tout cas être mieux associé. C'est les 40 000 VFA. Ils ont retenu 6 000 logements à construire. Bon, c'est très bien. Mais le problème, c'est, vous avez CDC Habitat, la Banque des Territoires. Lorsque CDC Habitat fait un projet, bon, j'imagine que compte tenu de sa surface financière et de ses liens avec la CDC, n'a aucun problème de financement pour la Banque des Territoires. Est-ce que les autres bailleurs sociaux auront la même confiance, le même accès au crédit et la même facilité pour construire? Aujourd'hui, CDC Habitat est le référent prééminent dans les Outre-mer. Quel est le contrôle pour les élus, pour les populations, pour les associations de résidents? Il y a là une question qu'il faut poser constamment pour qu'en transparence et en démocratie, eh bien, nous soyons associés et que les autres bailleurs sociaux soient financés comme il convient. C'est pourquoi je posais la question de Action Logement. Lorsque ça fait un prêt, ils ne sont pas exonérés de la TFPB. Quand c'est la Banque des Territoires, c'est exonéré. Il y a quelques petites asymétries ou dissymétries davantage auxquelles il faut rester attentif. Voilà. Donc oui, il faut qu'on revoie, et c'est ce qu'on dit dans le rapport, ce que fait la CGLS, ce que font les banques, pourquoi l'AFD se retire petit à petit, après avoir vendu une partie des SIDOM, on fait à la demande de l'État.
il y a là manifestement un problème de suivi du financement et, si j'ose dire, de la solidité financière des bailleurs sociaux. Merci Victorin. Alors je ne vois pas d'autres questions. Si c'est le cas, je vous propose de clôturer notre conférence de presse. En tout cas, vous remercier pour ceux des journalistes qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre et ceux qui ont pu y participer également en distance. Merci Victorin, malgré les ennuis techniques, d'avoir pu contribuer évidemment à la restitution de ce rapport et à cette conférence de presse. Et je lève cette séance. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est moi qui te remercie et qui remercie la délégation et Pablo et les autres, Dina et les autres. Merci vraiment. Merci Victorin, à très bientôt.